En octobre 2025, une révolution silencieuse a pris place dans le désert du Sahel. Le général Ibrahim Traoré a renversé le cours de l'histoire, en refusant de se laisser dicter son avenir par des puissances extérieures. En 48 heures, l'Alliance des États du Sahel, que nous appellerons désormais l'AES, a écrasé des décennies de dépendance. Cette victoire militaire n'était que la première étape, mais la véritable question qui se pose est: comment un tel renversement de pouvoir a-t-il pu se produire? Et quel impact cela aura-t-il sur l'avenir de l'Afrique et du monde? Ibrahim Traoré n'a pas seulement défini un champ de bataille, il a redéfini ce que cela signifie pour un peuple de se battre pour sa propre souveraineté. La victoire d'Ibrahim Traoré en octobre 2025 a marqué un tournant décisif pour le Sahel, une région longtemps abandonnée par la communauté internationale et victime de conflits incessants. Dans une atmosphère de désillusion et de fatigue collective, l'AES a démontré qu'une précipe autre voie était possible. Mais cette victoire porte un prix élevé. La souveraineté retrouvée ne se gagne pas sans risque. Le choix audacieux de Traoré d'affronter les puissances étrangères et de construire une défense locale sans dépendre de l'aide internationale a mis en lumière des enjeux cruciaux. La question qui se pose est alors double. D'une part, comment un pays, seul et sans soutien extérieur, peut-il remporter une telle victoire stratégique? D'autre part, quel impact cette nouvelle autonomie aura-t-elle sur l'équilibre géopolitique mondial, notamment vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des acteurs internationaux impliqués dans la région? Les premiers signes de l'opération de Tindiban étaient à peine perceptibles. Avant même que l'aube du beau d'octobre 2025 ne se lève, les services de renseignement maliens avaient intercepté des signaux qui annonçaient un rassemblement militaire inhabituel dans le désert. Mais ce qui semblait être une énième offensive de Ghneim allait rapidement se transformer en un moment historique. Ibrahim Traoré, à la tête de l'AES, a pris une décision qui allait non seulement redéfinir le champ de bataille, mais aussi changer la perception du Sahel dans le monde entier. Dans un contexte de lassitude générale après des décennies de promesses non tenues, Traoré a convoqué ses officiers à Ouagadougou et leur a lancé un défi. Nous définirons le champ de bataille. Il n'y avait pas de discours pompeux, pas de grandes déclarations publiques, seulement la ferme conviction qu'il était temps de prendre le contrôle. Ce moment, simple mais déterminant, a lancé une offensive qui a non seulement pris les observateurs étrangers de court, mais a également révélé la véritable portée du changement en cours. Le plan de Traoré ne reposait pas uniquement sur des capacités militaires supérieures, mais aussi sur une approche profondément locale. À travers ses décisions, l'AES a intégré des technologies locales, des drones fabriqués en région et des systèmes de communication chiffrés conçus par des jeunes ingénieurs sahéliens. Ce changement de paradigme a permis aux forces militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger d'agir indépendamment, avec une cohésion inédite. En moins de 72 heures, l'offensive avait non seulement déstabilisé les positions ennemies, mais aussi redéfini la dynamique régionale. Ce n'était plus un conflit ordinaire. C'était un symbole de ce que pouvait devenir l'Afrique si elle décidait de se défendre par ses propres moyens. Ibrahim Traoré n'était pas un héros classique. Son parcours n'a pas été celui d'un général victorieux sur le champ de bataille, célébré par des foules en liesse. Au contraire, il a émergé d'un contexte marqué par l'épuisement et le désespoir. Mais au cœur de cette fatigue collective, Traoré a incarné une nouvelle vision pour le Sahel. Il n'a pas cherché la gloire ou l'adoration. Son objectif était plus subtil et plus profond. Redonner à son peuple la dignité qu'il avait perdue. En prenant des décisions audacieuses et en refusant l'aide extérieure, il a su rallier ses troupes autour de l'idée de souveraineté retrouvée. Lors de la campagne de Tindiban, la première chose qui frappe est la cohésion entre les différentes forces armées du Sahel. Les soldats du Burkina Faso, du Mali et du Niger n'étaient plus des unités isolées, mais unies par un objectif commun. Leur action était guidée par la doctrine que Traoré avait élaborée et transmise.
Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. Cette phrase, qui semblait anodine, a marqué un tournant dans la mentalité des forces armées. Elle a permis de surmonter les divergences internes et de créer une unité inédite. Sur le terrain, ce changement de paradigme s'est rapidement fait sentir. Les soldats, qui jusqu'alors suivaient des ordres venus de l'extérieur, ont pris en main leur propre destin. En utilisant des technologies locales et des stratégies innovantes, ils ont pu mener une offensive rapide et dévastatrice. Les frappes aériennes et les drones, conçus par des ingénieurs locaux, ont joué un rôle crucial dans la réussite de l'opération. La véritable transformation, cependant, ne réside pas dans la tactique militaire. Elle réside dans la manière dont Traoré a redéfini ce que signifie se défendre, ce que cela signifie être maître de son propre destin. L'offensive de Tindiban, qui a eu lieu dans les premiers jours d'octobre 2025, ne s'est pas limitée à une simple confrontation militaire. Ce fut un événement qui a changé la donne pour le Sahel, mais également pour l'Afrique dans son ensemble. Les forces de l'AES ont non seulement mis en échec les attaques de Jenim, mais ont également prouvé qu'il était possible de se défendre sans attendre une aide extérieure. Dès l'aube du 2 octobre, le désert semblait figé dans une tranquillité trompeuse. Pourtant, derrière cet apparent calme, l'AES était prête à frapper. Les services de renseignement maliens avaient déjà intercepté des informations cruciales sur les mouvements ennemis. À ce moment, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger étaient unifiées sous un même commandement, mais leur coordination et leur efficacité étaient renforcées par l'utilisation de technologies locales et de stratégies adaptées aux réalités du terrain. Le premier coup porté par l'AES fut un raid surprise qui a frappé les positions ennemies avec une précision étonnante. Les roquettes traçantes du Burkina Faso ont illuminé l'obscurité du désert, tandis que les drones maliens et nigériens ont fourni des images en temps réel, guidant les frappes avec une efficacité redoutable. Les positions stratégiques des groupes armés ont été anéanties en 3 vagues successives. La première a pulvérisé les véhicules blindés, la seconde a détruit les dépôts de carburant, et la troisième a anéanti les infrastructures de commandement. Les forces ennemies ont été rapidement prises au dépourvu. En moins de 24 heures, les positions de Jenim étaient coupées de toute communication et de tout soutien. Les soldats de l'AES, motivés par une vision commune et un objectif clair, ont continué à avancer avec une détermination sans égale. Chaque mouvement sur le terrain était soutenu par une technologie locale et par une stratégie de guerre basée sur une connaissance intime du désert. Le Sahel n'était plus une zone d'attente, mais un terrain de bataille défini par ceux qui le connaissent le mieux. La grande réussite de cette offensive réside dans la capacité à mobiliser non seulement des ressources militaires, mais aussi une infrastructure locale, créée en un temps record. Les ingénieurs locaux ont conçu des drones, des réseaux de communication sécurisés et des stratégies adaptées aux particularités du terrain. Cette haute autonomie, tant technologique que stratégique, a permis à l'AES de prendre l'initiative et d'agir rapidement, bien avant que les forces étrangères puissent réagir. À mesure que l'offensive se déroulait, le monde observait, sceptique et souvent incrédule. Beaucoup pensaient qu'une telle opération n'était possible que dans un contexte de soutien extérieur. Cependant, le Sahel avait prouvé le contraire. Non seulement les frappes avaient été menées avec une grande efficacité, mais elles avaient également été coordonnées de manière impressionnante. Chaque décision avait été prise localement, sans intervention extérieure. Les pertes civiles étaient étonnamment faibles, estimées à moins de 300 selon des observateurs indépendants. Cela marquait un contraste frappant avec les précédentes interventions étrangères, qui avaient souvent causé de lourdes pertes humaines et des destructions massives. Ce succès militaire, combiné à une gestion efficace des populations civiles, a permis à l'AES de gagner non seulement la bataille, mais aussi un soutien populaire indéniable. Dans les rues de Ouagadougou,
De Bamako et de Niamey, les habitants ont vu, pour la première fois depuis des années, que leur sort n'était plus entre les mains des puissances étrangères, mais bien entre celles des dirigeants locaux. La journée du 4 octobre 2020 restera gravée dans les mémoires comme celle où le Sahel a redéfini sa place dans le monde. Ce n'était plus une terre de souffrance et de dépendance, mais un terrain où l'avenir pouvait être forgé par les peuples eux-mêmes. Les résultats de l'opération de Tindiban ont été impressionnants, non seulement d'un point de vue tactique, mais aussi en termes de chiffres. En seulement 4 heures, plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées, couvrant une zone de près de 600 km dans le désert du Sahel. Ces chiffres témoignent de l'efficacité de l'offensive, mais aussi de la préparation minutieuse de l'AES et de l'utilisation des technologies locales. Une des données les plus marquantes réside dans le temps de réaction des forces de l'AES. Alors que les interventions militaires étrangères avaient traditionnellement besoin de semaines, voire de mois, pour planifier et exécuter des opérations d'envergure, l'AES a démontré une capacité à réagir en 72 heures seulement, entre la détection des menaces et la riposte sur le terrain. Ce délai réduit de manière significative par rapport aux standards habituels démontre la maîtrise locale des technologies, des renseignements et des stratégies de guerre. L'efficacité opérationnelle était également mesurée en termes de coûts. Les forces de l'AES ont réussi à mener une opération d'une ampleur exceptionnelle tout en réduisant de moitié les coûts opérationnels par rapport aux missions menées par des puissances étrangères dans la région. Ce facteur a été essentiel pour garantir une certaine autonomie, non seulement sur le plan militaire, mais aussi économique. Les ressources utilisées étaient issues des infrastructures locales, ce qui a permis de minimiser la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. En outre, le taux de perte civile a été extrêmement faible, estimé à moins de 3% des victimes civiles dans la zone de conflit. Cette statistique est d'autant plus impressionnante lorsqu'on la compare aux interventions précédentes menées par des puissances extérieures, où les pertes civiles ont souvent été beaucoup plus élevées. La précision des frappes et l'attention portée à la protection des civils ont été des facteurs clés dans ce succès, renforçant la légitimité de l'opération et le soutien populaire qu'elle a généré. Les observateurs internationaux, notamment ceux des Nations Unies, ont salué la stratégie utilisée par l'AES pour limiter les pertes humaines et matérielles. L'une des données les plus frappantes reste l'ampleur de la transformation des capacités militaires locales en si peu de temps. En moins d'un an, l'AES avait mis en place des réseaux de communication sécurisés, développé des drones pour des missions de reconnaissance et de frappe, et formé des ingénieurs locaux capables de concevoir et de maintenir ces technologies. Cela a permis à l'AES de devenir une force autonome, capable de se défendre, sans dépendre de l'aide extérieure. En somme, l'opération de Tindiban a démontré que, malgré les défis immenses auxquels fait face le Sahel, il existe un potentiel de résilience et de développement qui dépasse les attentes. Ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques. Ils incarnent une révolution silencieuse, une affirmation du droit à l'autodétermination et à la souveraineté sur le terrain militaire. Les succès de l'offensive de Tindiban n'ont pas manqué de susciter des critiques et des débats dans le monde entier. Certains analystes et experts militaires ont dénoncé la décision d'Ibrahim Traoré et de l'AES comme un acte de témérité, voire d'arrogance. D'autres ont mis en garde contre un retour à des pratiques autoritaires, considérant que l'indépendance militaire du Sahel pourrait se transformer en une militarisation de la souveraineté, avec des répercussions sur la gouvernance démocratique dans la région. Ces critiques reposent sur l'idée que la force seule ne suffit pas à garantir la stabilité à long terme et que la politique d'autonomie militaire pourrait finir par déstabiliser davantage la région. Cependant, ces critiques semblent ignorer plusieurs aspects cruciaux de la situation. D'abord, il est essentiel de se rappeler que, pendant des décennies, les interventions militaires étrangères dans le Sahel
n'ont pas abouti à une véritable stabilité. Les missions internationales ont échoué à endiguer les conflits, laissant derrière elles des villages dévastés et des populations désespérées. Le modèle proposé par l'AEE n'est pas basé sur la simple application de la force brute, mais sur l'idée que l'autonomie et la souveraineté sont des prérequis à la paix durable. En outre, l'argument selon lequel une force militaire indépendante pourrait nuire à la stabilité politique de la région ne tient pas compte de la réalité sur le terrain. Les pays du Sahel qui ont souffert des effets de la dépendance extérieure ont montré qu'ils sont capables de prendre des décisions militaires et politiques qui répondent à leurs besoins sans l'ingérence des puissances étrangères. La capacité de l'AES à mener une offensive aussi réussie avec des moyens locaux et à éviter les pertes civiles massives démontre une maîtrise stratégique impressionnante. Enfin, les critiques concernant un retour à un autoritarisme militaire ne prennent pas en compte la volonté du peuple sahélien de se reconstruire après des années de guerre et de dépendance. Les manifestations de soutien à l'AES dans les rues de Ouagadougou et de Bamako montrent clairement que la population voit dans cette nouvelle autonomie non pas une militarisation de la politique, mais un retour à la dignité. Ibrahim Traoré et l'AES ont offert aux citoyens du Sahel une opportunité de prendre leur avenir en main, un choix que les peuples du Sahel ne sont plus prêts à sacrifier pour de vagues promesses de stabilité internationale. Le modèle de Traoré n'est pas parfait, mais il est profondément ancré dans les réalités du terrain. Les critiques qui se concentrent sur les risques de militarisation ignorent le fait que le Sahel a déjà payé un prix lourd pour sa dépendance aux interventions étrangères. En prenant le contrôle de son propre destin, le Sahel pourrait bien être sur le point de créer un modèle de souveraineté qui pourrait inspirer d'autres régions du monde en quête de leur propre émancipation. Cette fois, c'est nous. Cette phrase, simple mais puissante, résonnait dans les villages du Sahel après la victoire de Tindiban. Elle marquait un tournant dans l'histoire de la région, un passage d'un statut de victime passive à celui d'acteur décisif. Le 4 octobre 2015, après seulement 48 heures de combat, Ibrahim Traoré et ses troupes avaient non seulement mis en échec un ennemi mieux équipé et plus expérimenté, mais avaient également donné naissance à une nouvelle identité pour le Sahel. Cette victoire militaire n'était pas simplement un gain territorial ou une démonstration de puissance. Elle symbolisait la renaissance d'une autonomie perdue, la reprise en main d'un destin longtemps imposé de l'extérieur. Ce qui était autrefois une région dévastée par les conflits et l'interventionnisme extérieur est devenu un exemple d'indépendance. Les combattants sahéliens, désormais armés non seulement de leur volonté mais aussi de technologies locales, avaient montré qu'il était possible de reprendre le contrôle de son propre avenir. Le plus remarquable dans cette opération était non seulement son efficacité stratégique, mais l'onde de choc qu'elle a provoquée dans toute la région. La victoire de Tindiban a révélé que l'Afrique ne devait plus se contenter de survivre dans l'ombre des puissances mondiales, mais qu'elle pouvait également redéfinir son propre avenir par ses propres moyens. La victoire de Tindiban n'a pas été un simple coup militaire, mais un tournant géopolitique majeur pour la région du Sahel et plus largement pour l'Afrique. En prenant l'initiative de définir son propre champ de bataille, l'AES a envoyé un message fort. L'époque de la dépendance aux puissances étrangères pour résoudre les crises régionales était révolue. La question de la souveraineté a désormais une toute nouvelle signification, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique et politique. D'abord, il y a les retombées immédiates pour les pays du Sahel. Après la victoire de Tindiban, les relations diplomatiques ont connu une réorientation significative. Les pays du Sahel, autrefois soumis au diktat des bailleurs de fonds internationaux, ont désormais pris les rênes de leur propre politique de défense. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, unis par l'AES, ont renforcé leur coopération en matière de sécurité et de gestion des crises. L'offensive a permis de solidifier l'alliance entre ces nations, qui ont décidé de bâtir un futur commun
en se basant sur des infrastructures régionales, la coopération technologique et l'autonomie militaire. Ce modèle a non seulement renforcé leur souveraineté, mais a également ouvert la voie à des partenariats sud-sud plus solides, avec des pays africains décidant de collaborer davantage entre eux, plutôt que de compter sur des puissances extérieures. Ensuite, il y a l'impact économique. Le Sahel, historiquement une région dépendante des aides étrangères, a commencé à réorganiser son économie en fonction de ses propres besoins. L'AES a mis en place des projets de développement locaux, en particulier dans le secteur de la technologie. Des startups locales ont vu le jour, spécialisées dans des domaines tels que la cybersécurité, la production de drones et l'agriculture durable. Les investissements étrangers, qui jusque-là étaient prudents, ont commencé à affluer, attirés par la stabilité retrouvée dans la région. Mais peut-être l'impact le plus significatif réside dans les changements sociaux profonds que cette victoire a générés. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey, la victoire de Tindiban a redonné de l'espoir à des populations qui avaient été abandonnées depuis trop longtemps par les acteurs internationaux. Les écoles ont commencé à enseigner la doctrine de l'AES, axée sur l'intelligence, la mobilité et l'unité. Ce n'était plus seulement un conflit militaire, mais une guerre pour l'indépendance mentale et culturelle. La fierté nationale a été ravivée. Les jeunes générations, autrefois détournées par des idéaux venus de l'étranger, ont désormais trouvé un modèle d'inspiration locale. Cependant, tout n'est pas encore gagné. La consolidation de la paix et de la souveraineté demeure fragile. Les pays du Sahel doivent désormais faire face à des défis internes, notamment en matière de gouvernance et de développement économique. La fatigue pourrait se faire sentir, et des divergences politiques pourraient fragiliser l'unité de l'AES. Pourtant, la détermination et l'ambition de la région semblent plus fortes que jamais. La question qui se pose maintenant est de savoir si cet élan de souveraineté pourra se transformer en un modèle de stabilité durable, non seulement pour le Sahel, mais pour l'ensemble de l'Afrique. La victoire de Tindiban a jeté les bases de 3 trajectoires potentielles pour l'avenir du Sahel, chacune avec ses propres promesses et périls. Ces scénarios façonnent non seulement l'évolution de la région, mais aussi l'impact que l'AES pourrait avoir sur le reste de l'Afrique et sur la scène internationale. D'abord, parlons du scénario de base, qui repose sur la consolidation des gains obtenus et la stabilité régionale. Dans ce scénario, l'AES réussit à maintenir son unité interne, à renforcer la coopération militaire et à stabiliser ses zones frontalières. L'Afrique du Sahel, avec un Burkina Faso, un Mali et un Niger unifiés, travaille à diversifier ses ressources économiques et à mettre en place des réformes politiques qui encouragent la transparence et la gouvernance. Bien que la fatigue et les tensions internes puissent surgir, la priorité est donnée à la construction d'une identité et d'une autonomie régionale solide. L'influence étrangère pourrait encore subsister, mais elle serait limitée et régulée par la volonté de l'AES. Ensuite, le scénario optimiste va au-delà de la simple consolidation et envisage une émulation de la réussite sahélienne dans d'autres parties de l'Afrique. Si les pays du Sahel parviennent à maintenir une stabilité intérieure, leur exemple pourrait inspirer d'autres nations africaines à adopter une approche similaire d'indépendance et de collaboration sud-sud. Ce scénario supposerait l'assouplissement des sanctions internationales et une ouverture accrue des marchés mondiaux vers des économies africaines plus autonomes. Ce modèle de défense nationale autosuffisante et d'infrastructures locales pourrait catalyser la création de nouvelles alliances africaines dans des secteurs tels que la cybersécurité, l'agriculture durable et les technologies de défense. Toutefois, ce scénario implique des risques, notamment la dépendance excessive à des partenariats internes qui pourraient se fracturer en cas de tension politique. Enfin, le scénario pessimiste envisage la possibilité d'une fracture interne au sein de l'AES, exacerbée par des divergences politiques et une montée des pressions économiques. La désinformation et les campagnes de déstabilisation
alimentés par des puissances étrangères ou des intérêts locaux, pourraient miner la cohésion du Sahel. Dans ce cas, les relations avec les anciennes puissances coloniales pourraient se détériorer, ce qui entraînerait une crise politique et une instabilité économique croissante. Cette fracture pourrait conduire à une militarisation excessive de la politique sahélienne, freinant la mise en œuvre de réformes démocratiques et de développement durable. Ce scénario représente un danger important, car il pourrait entraîner le Sahel dans une spirale de conflits internes et de dépendance prolongée vis-à-vis des acteurs internationaux. Quel que soit le chemin emprunté, la trajectoire du Sahel dépendra largement de la capacité de ses dirigeants à naviguer entre souveraineté, gouvernance interne et coopération internationale. L'équilibre sera fragile, mais les décisions prises dans les mois à venir détermineront l'avenir de cette région stratégique. La victoire de Tindiban a marqué plus qu'une simple victoire militaire. Elle a incarné une transformation profonde du Sahel, qui pourrait inspirer non seulement le continent africain, mais aussi les peuples du monde entier en quête de leur propre autonomie. Le message qui émerge de cet événement dépasse les frontières de la géopolitique. Il parle de résilience, de dignité et de la capacité des nations à se redéfinir par elles-mêmes. Le Sahel n'est plus une terre d'attente, mais un modèle de transformation active. Cette victoire a démontré que même face aux plus grands défis, une région peut se lever, redéfinir son avenir et revendiquer sa place dans le monde. Mais au-delà de la politique et de la stratégie, ce sont les individus qui ont été les véritables protagonistes de cette révolution silencieuse. Les soldats sahéliens qui ont mené cette bataille n'étaient pas des instruments de puissance étrangère, mais des acteurs de leur propre histoire. Ils ont porté une vision commune et se sont battus pour un avenir qu'ils pouvaient façonner eux-mêmes. Les habitants des villages de la région, auparavant désillusionnés par des années de guerre, ont commencé à voir leur destin prendre forme grâce à cette victoire locale. Cette prise de contrôle n'était pas uniquement militaire, mais aussi un processus social et culturel. Les populations se sont réappropriées leur propre histoire. Pour le reste du monde, le Sahel a prouvé qu'il est possible de se lever sans attendre une aide extérieure. Ce n'est pas seulement un message pour l'Afrique, mais pour toutes les nations qui se trouvent dans une position de dépendance ou d'oppression. Cela pose la question fondamentale. Si le Sahel peut définir son propre champ de bataille, pourquoi d'autres régions ne pourraient-elles pas faire de même? L'avenir du Sahel est désormais entre ses mains, et son exemple pourrait bien être la clé de la libération et de la renaissance d'autres régions dans le monde. L'avenir du Sahel repose désormais sur une série de décisions stratégiques qui détermineront si la victoire de Tindiban sera durable ou non. Ibrahim Traoré et l'AES ont esquissé une feuille de route ambitieuse pour maintenir l'autonomie retrouvée tout en consolidant les bases d'un avenir stable et prospère. Ces étapes s'articulent autour de 5 priorités clés, chacune visant à renforcer les capacités locales et à construire des institutions solides. La première étape consiste à consolider la défense régionale. Le Sahel doit créer des académies militaires communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin de former une génération de jeunes officiers capables de comprendre les réalités locales et de répondre aux menaces internes sans avoir besoin de recourir à des solutions extérieures. Ces académies mettront l'accent sur l'intelligence, la mobilité et l'unité, 3 piliers essentiels pour assurer une défense autonome et coordonnée. La deuxième priorité est de sécuriser l'économie. Cela passe par la transformation des anciens champs de bataille en couloirs agricoles et la création de zones économiques protégées, où les communautés locales peuvent reconstruire et créer des emplois. Là où tombaient les seaux, tombaient les bombes, nous planterons du grain, a déclaré Traoré, soulignant l'importance de la résilience économique pour assurer la stabilité à long terme. La troisième priorité est de maîtriser la technologie. L'AES prévoit le développement de centres régionaux pour la production et l'innovation technologique, notamment dans le domaine des drones, de la cybersécurité et des infrastructures critiques. Cela permettra au Sahel de ne plus dépendre des technologies importées
et de prendre en charge sa propre sécurisation. Enfin, l'AES entend réinstitutionnaliser la souveraineté en mettant en place un conseil permanent de l'AES qui supervisera la diplomatie, les infrastructures et la gestion des crises, garantissant ainsi une coordination optimale entre les pays du Sahel. Ces initiatives, en synchronisation, permettront de bâtir une souveraineté durable et de transformer l'histoire du Sahel en la faisant passer de celle de la dépendance à celle de la résilience et de l'autonomie.